Corinne Delvaux est parisienne. Elle est écrivaine. Elle a vécu de longues années en Allemagne. Elle nous présente aujourd'hui l'un de ses objets allemands favoris. Alors voici, chers téléspectateurs, un petit objet allemand d'une rare ingéniosité dont nous allons essayer de vous faire deviner l'utilisation. Disons-le tout de suite, il ne s'agit pas d'une antiquité. Toutes les variations que vous allez voir dans cette rubrique ont été achetées il y a peu de temps dans un grand supermarché allemand. Voyons cela d'un peu plus près. Première variation, un rouleau de petits cercles de mousse de différentes couleurs. C'est gai, c'est frais, c'est pimpant, et quand on le prend en main, on voit qu'un petit cercle prédécoupé semble se détacher dans le milieu. Deuxième variation, un petit cercle à nouveau, mais cette fois dans des teintes pastel. C'est joliment crénelé. Et maintenant, un trou en forme d'étoile est apparent au centre. Ce modèle est en cellulose ou en feutrine. Troisième variation, et vous voyez que nous vous les présentons dans une heureuse progression esthétique. Regardez ça, un petit rouleau de mousse transpercé par un élastique de couleur assorti, joliment décoré d'un ravissant papillon, le tout se terminant par un crochet. Alors, vous voyez à quoi ça sert? Je ne suis pas bien sûre que la quatrième variation vous mette réellement sur la piste. Et oui, ce surprenant objet en acier, style barrette pour cheveux, remplit la même fonction. Surprenant, non? Ce qui est extraordinaire chez les Allemands, c'est qu'ils inventent un objet pour chaque moment de la journée, pour chaque action, aussi futile soit-elle. Bon, vous n'avez pas trouvé la fonction, alors regardez bien. Voici une théière, voici une tasse. Je verse le thé dans la tasse. Que se passe-t-il en France comme presque partout dans le monde? Eh oui, ma belle nappe est tachée par une méchante goutte toute sale. Ah! En Allemagne, ça n'arrive pas, car ce petit objet délicatement glissé autour du goulot de la théière va rattraper la goutte. Il fallait y penser, et ça s'appelle le Tropfenfänger, l'attrape-goutte ou l'accroche-goutte. Heinrich Schmidt-Henkel est berlinois. Il traduit la littérature française vers l'allemand. D'ailleurs, il traduit aussi le norvégien et l'italien. Vous l'aurez compris, il adore jouer avec les mots. Écoutons-le. Lui, il parle allemand. Mais moi, je parle français. Aujourd'hui, je vous parle d'une volaille, du canard, en allemand die Ente. Cet animal nous réserve beaucoup de surprises parce que les Français mettent le canard à toutes les sauces. En français d'abord, cet oiseau peut se transformer miraculeusement. Qui mange un canard, croque un morceau de sucre imbibé de café ou parfois d'eau de vie. En allemand, nous n'avons pas d'expression pour cela, ce qui nous empêche aucunement d'en profiter. En France, quand vous avez vraiment très froid, vous appelez cela un froid de canard. Mais attention, ici, canard, c'est une forme argotique de caniche. Et en allemand, il y a une expression parallèle, Hundekälte, froid de chien. En France, si vous voulez être tendre et gentil avec quelqu'un, vous l'appelez mon petit canard. Mais attention en Allemagne d'appeler votre chéri plutôt mon petit lapin. Parce qu'en allemand, le canard, die Ente, désigne une fille un peu bébête. Mais aussi en allemand, il y a un usage très affectueux de Ente. Seulement ici, ce n'est pas réservé à un animal ou à une personne, mais à une voiture. Il s'agit de la 2 chevaux, la Deutsch, la célèbre Citroën, qui a toujours été et l'est toujours mythique en Allemagne. Dernière chose, vous les Français, vous appelez affectueusement votre journal du matin canard. Savez-vous ce que signifie en allemand un canard de journal, die Zeitungsente? C'est en fait une fausse nouvelle, un canular. Mais d'où vient l'oiseau dans le journal? Il vient de l'Angleterre. Là, sous un article, vous pouvez trouver l'abréviation pour Not Testified, non vérifié. Et prononcé à haute voix en allemand, cette abréviation donne N-T, Ente, canard.
Clara Vasseur est journaliste. Elle vit à Hambourg, mais en fait, elle navigue entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, elle nous présente une coutume française. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette étudiante allemande qui arrive à Paris début janvier et qui, prise d'une petite faim subite, entre dans la première boulangerie venue? Il n'y a pas vraiment le choix. Partout les mêmes gâteaux ronds avec l'étiquette « Galette des rois ». Là, elle se dit, c'est incroyable, ces tendances aristocratiques des Français. Et elle s'offre une petite galette à l'odeur alléchante. Elle mord dedans avec enthousiasme. Catastrophe. Elle tombe sur quelque chose de dur et se casse une dent. Aïe, ou plutôt awa, comme on dit en Allemagne. En France, on appelle la fête des rois l'épiphanie. Un mot d'origine grecque, épiphaneia, qui signifie apparition. C'est en effet un 6 janvier que l'enfant Jésus est révélé aux rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et pour fêter dignement cet événement, on prépare la fameuse galette des rois. Un excellent gâteau à base de pâte feuilletée et de frangipane. Dedans, on cache une fève. Enfin, à l'origine, c'était une fève. Aujourd'hui, c'est une petite figurine en porcelaine. Les Français raffolent de ces fèves, et même certains les collectionnent. Celui sur qui tombe la fève devient roi ou reine pour la journée. On lui met sur la tête une superbe couronne en carton doré, et à chaque fois qu'il porte son verre aux lèvres, les autres crient avec enthousiasme « Le roi boit! Le roi boit !» Les historiens peuvent bien se disputer sur l'origine de cette coutume païenne qui remonterait à l'époque romaine ou au Moyen-Âge, peu importe. En France, la galette des rois, c'est sacré. À la maison, chez grand-mère, au bureau, eh ben oui, surtout au bureau. Toute la France s'empiffre, toute la France tire les rois. Avec passion, et souvent avec du champagne. Et chaque année, on raconte à nouveau pour la 1000e fois aux collègues de bureau comment ça se passe en famille. Car il y a différentes manières de faire. Parfois, c'est le plus jeune qui doit se cacher sous la table pour répondre à l'aveugle à la question « Ou doudou, pour qui est ce morceau-là? C'est pour papa, c'est pour tante Bernadette, etc. » Peu importe. L'important, c'est que l'on tire les rois et qu'on en parle. Il y a encore 20 ans, on tirait les rois uniquement le 6 janvier. Mais aujourd'hui, on mange de la galette de façon quasi ininterrompue, du 2 au 15 janvier. Les boulangers sont malins. Ils ont compris que les Français, ces anciens révolutionnaires, ont tous envie de devenir le roi ou la reine d'un jour. Et pour que chacun ait droit à son tour, ils vendent leurs galettes pendant 2 semaines. Encore une chose. Veillez à ce que cette fête, qui est déjà devenue païenne, ne se transforme pas de surcroît en un étouffe chrétien. C'est comme ça qu'on appelle en français un plat ou un gâteau très lourd, qui pèse tellement sur l'estomac qu'il risque d'étouffer toute personne normalement constituée. Donc, achetez de préférence votre galette chez un très bon boulanger. Attention, le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et surtout, quel est l'indice? Parce qu'il y en a un, regardez bien. Regardez bien. Ouvrez grand les yeux. Vous avez la réponse à l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte-tv.com/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Savez-vous que vous êtes extrêmement nombreux à répondre à la devinette? Bon, voici la réponse à la devinette de la semaine dernière. Vous voyez la prise de courant, là? Eh oui, la fiche mâle pour le raccord à la Terre ne se trouve que sur les prises françaises. Nous sommes donc en France.